Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a fait montrer une flamme face aux Allemands. Et cette flamme, c'est la résistance. Elle a brillé dans chacun des hommes et femmes qui se sont portés volontaires à défendre leur pays contre ce régime qui engloutissait tous les pays sur son passage. Mais cette flamme a existé grâce à un homme, le Premier ministre britannique Winston Churchill, qui a transmis son énergie à tout son pays pour se battre contre l'Allemagne nazie. Pour Adolf Hitler, Winston Churchill est un danger qu'il faut voir tomber. Il donne l'ordre à ses services d'assassiner Winston Churchill pour faire effondrer cette résistance en Grande-Bretagne. Découvrez l'histoire de comment et pourquoi Hitler voulait assassiner Churchill. Adolf Hitler a toujours été dans son esprit un anglophile, et dans son esprit, il rêve d'une alliance avec la Grande-Bretagne. Un an avant sa prise de pouvoir, il dit « Aujourd'hui, l'Angleterre appartient à l'Europe, même si jusqu'à présent, elle n'a pas voulu le croire. C'est contre la Russie et l'Amérique qu'elle doit faire front. Ce combat a déjà commencé sur les champs de pétrole persans, il se poursuivra en Inde et en Extrême-Orient, et pour finir, il englobera tout l'Empire. En outre, l'Europe a besoin de céréales, de viande, du bois, du charbon, du fer et du pétrole de la Russie pour pouvoir se maintenir dans le combat décisif contre l'Amérique. C'est dans l'intérêt de l'Angleterre comme dans le nôtre. L'Angleterre et l'Allemagne sont pareillement menacées. » Dans son esprit, Hitler veut mener une guerre de conquête contre l'URSS et les États-Unis, avec l'aide de la Grande-Bretagne. Les dirigeants britanniques n'ont jamais montré un seul signe d'un futur accord face à ces propos. Car pour eux, une guerre contre l'URSS serait désastreuse, et contre les États-Unis, n'en parlons pas. Hitler n'a rencontré aucun politicien britannique, et il expose ses projets de conquête seulement à ses plus fidèles acolytes, même si dans Mein Kampf, il évoque une alliance avec la Grande-Bretagne contre la France et l'URSS. Au printemps 1932, Winston Churchill, qui est député, se rend en Bavière pour visiter le champ de bataille où son ancêtre, le duc de Marlborough, s'est illustré. Le fils de Churchill, Randolph, qui est un jeune journaliste qui est toujours en quête d'un article sensationnel, a pris contact avec le responsable de la presse étrangère du Parti national-socialiste, Ernst Amstangl, pour organiser une rencontre entre Churchill et Hitler. Hans Amstangl rejoint Hitler à la Maison Brune et lui annonce que Winston Churchill, qui est à Munich, souhaite dîner avec lui à l'hôtel Continental pour le rencontrer. Hitler, surpris, indique qu'il est très occupé pour une rencontre avec le député britannique. Amstangl proteste. Mais rien au monde n'est plus aisé que converser avec cet homme-là, art, politique, architecture, tout ce que vous voudrez. C'est un des personnages les plus influents d'Angleterre. Vous devez absolument de le rencontrer. Comme à son habitude, Hitler va sortir des milliers d'excuses pour éviter de rencontrer quelqu'un. Déçu, Amstangl appelle Randolph pour lui faire part de sa déception. Hitler ne sera pas présent lors du dîner, mais qu'il les rejoindra peut-être au moment du café. Amstangl se présente à l'heure convenue pour assister au dîner. À table, ils sont 10, et tous vont parler d'une chose et l'autre. Mais Churchill ne va pas cacher aux journalistes allemands que l'antisémitisme de Hitler le répugne. Puis, il se penche vers lui et lui dit « Dites-moi, que pense votre chef d'une alliance entre votre pays, la France et l'Angleterre ?» Le journaliste lui certifie que Hitler serait ravi de parler d'un tel sujet. Puis, il s'est levé en prétextant qu'il a oublié de passer un coup de téléphone. Le coup de téléphone est pour Hitler. La Maison Brune lui annonce que Hitler est déjà parti. Alors il essaie d'appeler à son appartement, mais personne ne l'a vu. Au moment de sortir de la cabine téléphonique pour regagner le hall, Hitler est là, avec son manteau blanc, sale, et son chapeau vert. Il était en réalité en train de prendre congé d'un ami de Göring. Amstangl va à sa rencontre et lui dit que les Churchill sont au restaurant et qu'ils ont pu, si ça se trouve, le voir passer ou qu'ils sont déjà au courant par le personnel qui ont rarement leur langue dans leur poche.
Mais Hitler trouve à nouveau des excuses pour ne pas aller à l'entretien, car les Churchill l'attendaient pour le café. Mais Hitler est parti, et il n'est jamais revenu dans le restaurant. Hitler a laissé envoler sa chance de discuter et de trouver un accord pour une alliance avec l'Angleterre. Le 30 janvier 1933, le président Paul von Hindenburg, poussé par son fils Oskar et l'ancien chancelier Fritz von Papen, prend la décision de nommer Adolf Hitler chancelier d'Allemagne. Après sa nomination, Churchill, comme beaucoup d'autres, pense que les responsabilités gouvernementales qui occuperont le nouveau chancelier vont le calmer dans ses projets. Mais en réalité, c'est tout le contraire qui se passe. Churchill invite donc le gouvernement à la plus grande fermeté. Mais tous sont émerveillés de voir la montée en puissance des nazis. Et de surcroît, beaucoup voient en Hitler un barrage contre le communisme. Et tous lui assurent que Churchill a moins d'influence en Angleterre. Mais Hitler se méfie de ces belles paroles. Il va inviter 2 fois Churchill à Berlin, en 1936 et 1937, mais à chaque fois les invitations sont sans suite. Hitler ne se décourage pas pour autant. Il demande à Joachim von Ribbentrop de l'inviter à l'ambassade du Reich pour lui exposer les propositions de Hitler. L'Allemagne doit conquérir un espace vital à l'Est, qui doit inclure la Pologne, la Biélorussie et l'Ukraine. Si la Grande-Bretagne accepte, Hitler est prêt à défendre l'intégrité du Commonwealth et de l'Empire britannique. Churchill va répondre que même si l'Angleterre est en mauvais termes avec l'URSS, elle ne peut pas être d'accord à ce que l'Allemagne occupe l'Europe centrale et orientale. Ribbentrop lui déclare que dans ce cas, la guerre est inévitable. Churchill lui lance un avertissement. En parlant de guerre, vous ne devez pas sous-estimer l'Angleterre. C'est un curieux pays dont peu d'étrangers comprennent la mentalité. Il ne faut pas la juger d'après l'attitude du régime actuel. Une fois confrontés à un grand défi, ce même gouvernement et cette même nation sont capables de toutes sortes de réactions imprévues. Si vous nous plongez dans une nouvelle grande guerre, l'Angleterre lancera le monde entier contre vous, exactement comme la dernière fois. C'est une mise en garde que Hitler va complètement ignorer. Car le nouveau Premier ministre Neville Chamberlain est beaucoup plus penché sur la voie de l'expansion à outrance. Parce que oui, au mois de septembre à Munich, Hitler réussit à avoir le démembrement de la Tchécoslovaquie. Pour Churchill, c'est une capitulation honteuse de la part de Chamberlain, et le 5 octobre, il prononce un discours dans la salle des communes. Nous avons subi une défaite totale et sans mélange. Vous verrez que dans quelque temps, un temps qui se mesurera peut-être en années, mais peut-être aussi en mois, la Tchécoslovaquie sera entièrement engloutie par le régime nazi. Et ne croyez pas que c'est fini, ce n'est que le début du règlement de compte, la première gorgée, le premier avant-goût d'une coupe amère qui nous sera présentée, année après année, à moins que, dans un ultime sursaut de santé morale et de vigueur martiale, nous nous relevions pour défendre notre liberté, comme au temps jadis. Grâce à ce discours, Churchill devient l'homme le plus populaire du Royaume-Uni, et un homme à Berlin devient de plus en plus en colère de cette popularité. Les 2 hommes vont s'opposer à un bras de fer dans les discours. L'un s'adresse à Weimar et l'autre lui répond dans un discours aux communes. En mars 1939, comme l'avait prédit Churchill, les troupes allemandes occupent le reste de la Tchécoslovaquie. Désormais, Varsovie est plus que jamais en danger. Mais comme Paris et Londres ne réagissent pas, Hitler s'aperçoit que ses adversaires sont des politiques mous. Et lors d'un entretien avec Daladier et Chamberlain à Munich, Hitler leur a bien fait comprendre qu'il comptait bien régler la question de la Pologne et qu'eux ne feront rien et qu'ils resteront tranquilles. Ou pas, le 1er septembre 1939, suite à l'entrée des troupes en Pologne, Londres et Paris déclarent la guerre à l'Allemagne et Neville Chamberlain inclut Winston Churchill dans son gouvernement. Il est nommé premier lord de l'amirauté. Et pour les Allemands, cette nomination signifie que la guerre a bel et bien débuté. Mais Hitler savait très bien que la Grande-Bretagne et la France allaient rester passifs lors de son attaque en Pologne. En 2 semaines, toute la Pologne tombe avec la complicité de l'URSS, qui a envahi l'est de la Pologne. À l'ouest, bien que la guerre soit déclarée, celle-ci reste plutôt silencieuse. Il y aura quelques escarmouches, mais rien de passionnant.
C'est pour cela que cette période est appelée la drôle de guerre, car les troupes françaises dans la ligne Maginot font face aux troupes allemandes qui sont dans la ligne Siegfried. À ce moment-là, cette drôle de guerre est surtout une guerre de propagande pour remonter le moral des populations civiles. Au printemps 1940, Hitler règne en maître. Il envahit la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Mais une mauvaise nouvelle arrive dans les oreilles de Hitler. Winston Churchill a été élu le 10 mai 1940 Premier ministre à la place de Neville Chamberlain. Mais le Führer pense que Churchill négociera avec lui plutôt que de subir une invasion devenue pour l'Angleterre plus qu'inévitable. Dans son discours au Reichstag, le 19 juillet 1940, Hitler dit « Peut-être, pour une fois, M. Churchill devrait-il me croire lorsque je prédis qu'un grand empire sera détruit, et pourtant, je n'ai jamais voulu le détruire, ou même le nuire. Je considère comme mon devoir d'en appeler une fois de plus à la raison et au bon sens. Je crois pouvoir lancer cet appel, parce que je ne suis pas le vaincu qui quémande des faveurs, mais le vainqueur qui parle au nom de la raison. Je ne vois pas pourquoi cette guerre devrait se prolonger. » Churchill laisse Lord Halifax, l'ancien chantre de l'appeasement, rejeter cette offre de paix. Le nouveau Premier ministre, qui est à la fois ministre de la Défense, a autre chose à faire. En effet, il organise, supervise, galvanise, tyrannise, arme les citoyens, encourage les alliés, exhorte les neutres, défie ses adversaires. Il dit « Notre politique, c'est de faire la guerre, sur mer, sur terre et dans les airs, de toute notre puissance et avec toute la force que Dieu pourra nous donner, de faire la guerre contre une monstrueuse tyrannie, sans égale dans tout le sombre et lamentable registre des crimes de l'humanité. Notre but, c'est la victoire à tout prix, la victoire en dépit de toutes les terreurs, la victoire, si long et difficile que puisse être le chemin. » Hitler est fou de rage de cette résistance britannique. À la mi-août, les meilleurs pilotes de la Luftwaffe attaquent les îles britanniques pour ouvrir la voie à une invasion navale, dont cette future opération de débarquement s'appellera Opération Seelöwe. Mais l'aviation allemande n'est pas adaptée à cette guerre qui est beaucoup trop éloignée de ses bases de départ. Et ce que les pilotes allemands ne s'attendaient pas, c'est que les pilotes britanniques ont fait preuve d'un véritable courage pour défendre leur pays. Lorsque le froid commence à faire son apparition en automne 1940, les pertes au sein de la Luftwaffe deviennent beaucoup trop lourdes et l'opération navale est devenue beaucoup trop incertaine. Hitler n'a pas le choix. Il doit renoncer à envahir la Grande-Bretagne. Maintenant, le dictateur allemand se tourne vers un nouvel objectif, car depuis juillet 1940, il prépare un nouveau plan d'invasion, cette fois-ci contre son ancien allié, l'URSS. Même s'il est déçu de ne pas enrôler l'Angleterre dans cette guerre contre l'URSS, il prétend qu'il peut vaincre l'Union soviétique dirigée par un autre dictateur qui n'est autre que Joseph Staline. Son autre allié, l'Italie, appelle au secours l'armée allemande, car les Italiens sont mis à mal par les Britanniques en Afrique du Nord. Hitler décide de créer l'Afrika Korps et met à sa tête le général Erwin Rommel pour aider les troupes italiennes en Libye. Et la Grèce est à son tour envahie par les troupes allemandes. Au printemps 1941, Hitler espère décourager les Britanniques grâce à ses attaques en Grèce, en Crète, en Cyrénaïque et en Tripolitaine et espère les voir se joindre à lui dans sa guerre anti-bolchevique. Mais en vain. Le 22 juin 1941, face au déclenchement de l'opération Barbarossa qui est l'invasion de l'URSS, Churchill annonce dans un discours radiodiffusé « Tout homme, toute nation, qui poursuivra la lutte contre le nazisme aura notre appui. Il s'ensuit que nous apporterons toute l'aide possible à la Russie et au peuple russe. » Malgré la guerre que les Allemands opposent sur plusieurs fronts, Hitler va continuer à écouter les discours de Churchill sur les ondes, l'observer au travers des documents décryptés et l'espionner grâce aux écoutes. Car oui, les techniciens allemands ont réussi à poser une bretelle sur le câble transatlantique entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est comme ça que Hitler a pu écouter au début de l'année 1944 les conversations téléphoniques secrètes entre Churchill et Roosevelt. Hitler commence à haïr de plus en plus Churchill. Le haïr, oui,
Mais il continue à lire la presse anglaise pour savoir si ce machin, comme il l'appelle, serait sur le point d'être renversé par le Parlement, par l'armée ou par un soulèvement populaire. Mais rien ne se passe. Alors le Führer décide de prendre les devants. Il ordonne l'assassinat de Winston Churchill. Le premier à recevoir l'ordre est le chef de l'Abwehr II, Erwin von Lausen, qui s'occupe de la section chargée des opérations de sabotage et de subversion. Von Lausen dira plus tard. En ce qui concerne ma propre section, je me souviens qu'après l'arrivée de Churchill à Casablanca, le 13 janvier 1943, Ketel m'a transmis l'ordre, venant sans doute de Hitler, de faire assassiner Churchill par des nationalistes arabes. Hitler pensait probablement à certains de nos agents du Maroc espagnol. Mais en dehors même de l'impossibilité technique de monter à l'improviste une telle opération, l'amiral Canaris avait formellement interdit de telles activités. C'est ce qui a dû se passer. L'amiral Canaris a donné l'ordre de ne rien faire. Et c'est ce qui s'est produit puisque Churchill a pu voir la fin de la guerre. Hitler est une personne qui ne contrôle pas la mise en œuvre de ses ordres. Mais dans cette affaire, le laxisme n'est pas permis. Au printemps 1943, le service de sécurité de la SS est chargé de cette exécution. Le 1er juin 1943, un avion s'apprête à prendre son envol quand les agents d'Himmler repèrent sur l'aéroport de Lisbonne, devant un avion de la BOAC, en partance pour Londres, un homme chauve et replé qui fume un cigare. Nul doute pour eux, c'est bel et bien le Premier ministre britannique. Les agents font un rapport et les avions de la Luftwaffe décollent pour intercepter l'appareil qui est abattu au-dessus de l'Atlantique. Les 13 passagers qui se trouvaient à son bord sombrent dans l'océan. À l'intérieur, il y avait le célèbre acteur britannique Leslie Howard et l'expert financier Alfred Chinfalls, qui ressemblait vaguement à Churchill. Dans ses mémoires, Churchill écrit « La cruauté des Allemands n'eut d'égal que la stupidité de leurs agents. Comment pouvait-on s'imaginer que, disposant de toutes les ressources de la Grande-Bretagne, je serais allé prendre place dans un avion désarmé et sans escorte pour faire en plein jour le voyage de Lisbonne jusqu'à Londres ?» Encore une fois, l'attentat contre la personne de Churchill a manqué. Mais cet échec a encore plus augmenté la haine envers le Premier ministre britannique. La secrétaire de Hitler, Christa Schroeder, se souvient que lorsqu'il dictait le nom de Churchill, il l'accompagnait du mot « alcoolique » et sa voix était nettement plus aiguë. Le Führer est haineux, oui, mais il méprise totalement l'effet de ce qui se passe dans la guerre, car ses troupes commencent à perdre sur tous les fronts. De plus, il considère Churchill comme un mauvais stratège et dit « Lorsqu'on compare Churchill au Lloyd George de la dernière guerre, on ne peut nier que la qualité des dirigeants britanniques s'est effroyablement dégradée. » Mais Hitler l'ignore peut-être, mais Churchill est un maître de guerre. Il n'est pas seul à prendre les décisions. Il est solidement encadré par de grands professionnels comme le maréchal Brooke, l'amiral Cunningham et le maréchal de l'air Portal. C'est ce qui fera la supériorité de Churchill, tandis que le dictateur allemand écoutait rarement ses officiers sur le plan stratégique, et c'est ce qui mènera à la perte du Grand Reich qui devait être millénaire. Mais en 1944, l'expansion allemande rétrécit. L'URSS gagne du terrain à l'est et se rapproche des territoires qu'elles avaient perdus. Le 6 juin 1944, le débarquement en Normandie, qui est la plus grande force d'invasion de l'histoire, fait reculer les troupes de Hitler. L'Allemagne est prise en étau, et cet étau se resserre petit à petit. Le 30 avril 1945, sous le bombardement de l'artillerie soviétique à Berlin, Hitler décide de se suicider et de faire disparaître son corps pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. Mais avant de disparaître de la scène de la guerre, il va dicter son testament politique dans lequel il y est écrit « La guerre a été voulue et provoquée uniquement par des hommes d'État d'origine juive ou travaillant pour les intérêts juifs. » L'esprit de Hitler devenant de plus en plus perturbé, il est persuadé que Winston Churchill et le président américain Franklin D. Roosevelt sont des juifs. Malgré ce bras de fer entre Hitler et Churchill, l'un en est sorti victorieux grâce à sa résistance face aux attaques incessantes des Allemands. Churchill a réussi à unir le peuple britannique à rester fort face au bombardement allemand qui sévissait toutes les nuits.
Le peuple britannique a suivi l'homme qui incarne pour eux la résistance pour préserver leur liberté. Hitler le savait. La tentative d'assassinat qu'il avait imaginée contre la personne de Churchill devait abattre le moral des Britanniques, faire effondrer cette résistance et ainsi changer le cours de la guerre. Mais il n'y est jamais arrivé. Churchill a pu continuer à guider son pays dans la résistance et à se battre pour la liberté et la paix.